Allez, pour une fois, on va mettre de côté les chiffres, les statistiques. Aujourd'hui, on va explorer la dépendance d'une manière totalement différente, comme une architecture. Une fascinante architecture mentale entièrement basée sur le travail de Nicolas Gros. C'est parti pour une visite guidée au cœur de la machine. Tout commence ici, devant une porte. Et pas n'importe laquelle, une porte qui parle, tout droit sortie de l'œuvre Les chemins du sevrage. Ces mots, ils nous préviennent tout de suite. Ce voyage, ça demande du courage. Il n'y aura pas de solution de facilité. C'est une invitation à comprendre, pas à juger. Et voilà, le point de départ de toute notre exploration, la fondation même de ce qu'on va voir ensemble. Il faut le dire et le redire, la dépendance, ce n'est pas une question de volonté, et encore moins une faiblesse morale. C'est une maladie chronique du cerveau, voilà tout. Une condition médicale qui, bien comme beaucoup d'autres, peut être comprise, traitée et gérée. En posant cette définition, on quitte le terrain glissant du jugement pour entrer dans celui de la science et de la compassion. Alors pour comprendre cette maladie, on va utiliser une carte assez unique en son genre. C'est une métaphore vraiment puissante tirée de l'application Veritas, le corps et l'esprit vus comme une immense usine industrielle, pleine de complexité. Bienvenue dans la machinerie humaine. Notre première étape nous emmène donc à l'intérieur de l'usine. C'est un voyage au cœur même de la neurobiologie, pour voir comment les rouages du cerveau sont affectés, un par un. Et là, c'est le cerveau lui-même qui prend la parole. Il nous raconte comment tout a commencé. Une promesse de fête, de plaisir intense, des feux d'artifice. C'est cette promesse justement qui va venir pirater tout le système, en commençant par le fameux circuit de la récompense. La métaphore de la rivière dopamine, elle explique ça parfaitement. D'habitude, le plaisir, c'est comme un flux doux, régulier. Mais les substances, elles, créent un véritable tsunami artificiel. Alors pour se protéger de cette inondation, le cerveau fait quoi? Il ferme les vannes, il réduit sa production naturelle. Le résultat, sans la substance, c'est le désert. Le plaisir a totalement laissé la place au besoin. On continue la visite, direction le centre de commandement, le bureau de la direction. C'est ici, dans le cortex préfrontal, que se prennent les décisions logiques, qu'on planifie l'avenir, qu'on pèse le pour et le contre. Sauf qu'ici, le bureau est fermé. Le patron est, disons, en pause prolongée. Les décisions rationnelles sont carrément en grève. C'est l'impulsivité qui prend le dessus. Et les conséquences à long terme, elles, sont complètement ignorées. L'horloge du jugement semble s'être arrêtée. Cette usine, elle peut être piratée par différents agents. Et l'idée du bal des substances, c'est une façon très parlante de les présenter. Chaque type de produit a sa propre invitation, sa propre danse. Les dépresseurs qui murmurent « relax, laisse tomber », les psychostimulants qui promettent confiance et énergie, ou les opiacés qui offrent une lourde étreinte. Mais bien sûr, derrière chaque invitation se cachent des risques bien réels et spécifiques. Ok, on a vu la mécanique. Maintenant, explorons l'impact émotionnel. On quitte la salle des machines pour entrer dans les couloirs plus sombres de l'usine, là où pèse la honte et la culpabilité. La honte, ici, elle est décrite comme une sorte de cape, une cape très lourde qui isole et qui paralyse. C'est cette petite voix intérieure qui n'arrête pas de murmurer « t'es brisé, t'es indigne ». C'est l'un des plus gros freins au rétablissement, parce qu'elle pousse à se cacher au lieu de chercher de l'aide. Et cette idée de se cacher, elle fait écho à une autre œuvre de l'auteur, Les Visages. La citation est forte. La honte nous force à porter des masques, à présenter une fausse version de nous-mêmes au monde, au point parfois de ne plus savoir qui on est vraiment. Mais alors, comment on combat ces ombres? C'est le cerveau lui-même qui nous donne la clé. Il faut les nommer. La honte, la culpabilité, elles perdent énormément de leur pouvoir dès qu'on les expose à la lumière, dès qu'on en parle. C'est vraiment le tout premier pas pour s'en libérer. Alors, comment on fait concrètement? On passe à l'atelier de réparation. Après avoir constaté les dégâts, voyons un peu les outils qu'on a à notre disposition pour tout reconstruire. Le point qui est crucial ici, c'est qu'il n'y a pas un seul outil magique. Non, il y a plusieurs boîtes à outils qui se complètent. On a les clés pharmacologiques pour stabiliser le corps, les clés psychologiques pour réparer les schémas de pensée et les clés sociales pour briser l'isolement. La guérison, elle est forcément multidisciplinaire. Vera, la guide de l'application Veritas, le résume à la perfection. On ne force pas la serrure. Chaque personne est différente, chaque parcours est unique, et donc le traitement doit être personnalisé. Tout l'enjeu, c'est de trouver la bonne combinaison de clés. Ah, voilà une vérité absolument essentielle à aborder. Dans ce parcours de réparation, il y a parfois des détours. La rechute est bien trop souvent vue comme un échec total, ce qui ne fait que renforcer la honte. Il faut absolument changer cette perception. La définition qui est proposée ici est très éclairante. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est un détour. C'est une leçon, oui, souvent douloureuse, mais ça reste une leçon.
c'est une opportunité d'apprendre, d'identifier ce qui a déclenché la rechute et d'ajuster le plan de réparation pour être plus fort la prochaine fois. Et après l'atelier, c'est quoi la vie au-delà des murs de l'usine? On arrive à l'étape de l'espoir, celle qu'on appelle les jardins du possible. Parce que le rétablissement, ce n'est pas juste arrêter de consommer. C'est bien plus que ça. C'est cultiver un tout nouveau paysage, c'est planter les graines de nouvelles passions, reconstruire des relations saines et surtout se redéfinir soi-même au-delà de la maladie. Bref, trouver un nouveau sens dans une vie apaisée. On a exploré cette usine, ses couloirs, ses jardins, mais au fait, qui est l'architecte derrière toutes ces métaphores, qui a réussi à connecter tous ces mondes pour les rendre si compréhensibles? Le profil de Nicolas Gross est juste fascinant. Il illustre parfaitement ce mélange unique. D'un côté, une base scientifique en béton avec un master en santé, une expertise en intelligence artificielle, des certifications médicales très pointues, et de l'autre, une âme d'artiste, auteur de romans et de poésie. C'est cette double casquette qui permet de créer des outils à la fois si précis et si profondément humains. Et on termine sur cette question qui invite à réfléchir. Une fois que l'usine est réparée, l'architecte, la personne, ne redevient pas simplement ce qu'elle était avant, non. Elle devient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a traversé l'épreuve, qui a compris, qui a reconstruit. Alors, qui devient cette personne? C'est peut-être là, finalement, que le véritable voyage commence.